Donc, bonjour à toutes et à tous, chers enseignants stagiaires. Je vous rappelle qu'on est dans le cadre de la 6e session relative à l'installation de situations problèmes à dimension rationnelle. On a parlé la séquence précédente du fait que l'élève se trouve face à une deuxième culture mathématique qui est différente de celle qu'il a construit le long de son parcours scolaire une fois qu'il arrive à la première année de l'université. Donc, le problème s'installe dans le stade de la transition secondaire-université. Et donc, on a vu, par exemple, d'après notre lecture d'ordre macro et micro-didactique, que l'enseignement au secondaire ne prépare pas assez le nouveau étudiant pour, par exemple, aux exigences de formalisme imposées par l'université, plus particulièrement dans la discipline des mathématiques. Alors, comme je vous ai promis l'autre séquence, on va voir l'influence du contrat didactique. Et je vous rappelle que le contrat didactique, c'est un ensemble de comportements de l'enseignant qui sont attendus de l'élève et réciproquement. Et donc, les orientations pédagogiques au lycée influencent le contrat didactique du secondaire et contribuent à lui donner une caractéristique paradoxale. Ce de fait que, à la sortie de secondaire, l'élève se trouve face à des situations non didactiques, ou je peux dire même adidactiques, c'est-à-dire des situations où il doit formuler, conjecturer ou encore accomplir des tâches qu'il n'a pas l'habitude de travailler au secondaire. Vous savez que, en général, les situations proposées au secondaire sont détaillées avec des questions, avec des indications et avec même la présence d'un animateur qui est l'enseignant à côté, qui intervient de temps en temps pour donner le contrôle à l'élève, pour l'aider à dépasser une entrave, et ce qui ne le trouve pas en général au supérieur. Donc, en ce qui concerne précisément la thématique qui nous intéresse dans cette situation, à savoir la convergence des suites, et les suites en général, et plus particulièrement la convergence des suites, le secondaire ne fait pas travailler de nombreux aspects relatifs à la convergence. Par exemple, les liens avec l'approximation, les liens avec les nombres réels, le rôle des quantificateurs. On a déjà vu, par exemple, les deux situations proposées, même dans une évaluation certificative pour l'examen de baccalauréat, il n'y a pas de quantificateur. Et donc, le choix, il ne travaille pas également le choix arbitraire de l'ordre de l'approximation, les approximations pour les n assez grands. Et donc, il n'y a pas aussi, on n'évoque pas également le rôle important des raisonnements par condition. Seulement, on travaille en général avec les conditions suffisantes. Et il n'y a pas également le mode de raisonnement à epsilon près, et bien également les problèmes avec l'infini, etc. En effet, la limite, par exemple, finie d'une suite UN est souvent définie par la phrase suivante, et on passe très rapidement tout intervalle ouvert contenant L, c'est-à-dire la limite, contient toutes les valeurs de UN à partir d'un certain nombre. Donc, il y a même des élèves qui apprennent ça par cœur, mais vraiment sans concevoir ou bien savoir quelle signification peut ceci avoir. Tout intervalle ouvert contenant L, les limites, contient des valeurs de EN à partir d'un certain rang. Donc, en général, les exemples qui appuient cette définition se limitent essentiellement à la représentation graphique sous forme de points d'une suite. Donc, à la limite,
il y a cette explication par la voie graphique, ou bien parfois on peut donner un tableau de valeurs qui permet d'avoir cette intuition pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'une limite. D'autre part, le type de raisonnement principalement autorisé ou bien utilisé est le raisonnement par récurrence. Donc, avant de tenter de faire une planification didactique des obstacles concernant le thème des suites, en référence à certains points qu'on a mentionnés, j'aimerais bien vous présenter un constat, disons, d'aspect international de ces conceptions. C'est-à-dire, ce n'est pas au niveau marocain que ce problème persiste, mais je vais vous donner un exemple d'un contexte français et un autre européen, si vous voulez, un autre exemple d'aspect asiatique. Alors, pour la récurrence, elle n'est pas enseignée, donc je vais citer le constat d'un chercheur ou bien une chercheure. D'une part, la récurrence n'est pas enseignée comme un concept, mais comme un principe de raisonnement ou un type de preuve. Et raisonnement et preuve sont deux termes employés indifféremment dans certains ouvrages qui passent de l'un à l'autre sans autre précaution. D'autre part, la récurrence est répertoriée dans une typologie très répandue, plus ou moins détaillée, et de preuves au raisonnement. Tout ceci provient, nous semble-t-il, d'une confusion entre ce qui relève de la syntaxe dans l'écriture d'une preuve et ce qui relève de la sémantique et de l'argumentation. On peut dire que, par exemple, le raisonnement, c'est un ensemble de preuves. Et permettez-moi, je vais d'abord éclairer un point qui me semble important. On va parler de la différence entre, on va un petit peu parler de mode de raisonnement d'abord dans les mathématiques. Et est-ce qu'il s'agit, et pour le principe de récurrence, s'agit-il d'un principe ou bien d'un théorème? Alors, c'est ce que je vais faire pour les mathématiques. Donc, au cœur de toute activité mathématique, en fait, de toute activité scientifique, il y a deux modes de raisonnement. Il y a d'abord le raisonnement inductif et le raisonnement déductif. Ce qui distingue les mathématiques ou l'activité mathématique en général des autres sciences exactes figure le raisonnement hypothético-déductif, révélant ainsi un aspect de rigueur logique. Néanmoins, ce statut est bien entendu le fruit d'une longue évolution historique et culturelle. Je vais donner un exemple. Le raisonnement inductif, il consiste à conclure à partir de l'observation d'un ensemble de faits identiques que ces faits sont l'expression d'une loi générale. Par exemple, après avoir tombé plusieurs fois une pierre, l'élève se convainc que toutes les pierres tombent en direction perpendiculaire au sol. Voilà un exemple classique, élémentaire de raisonnement inductif. Pour le raisonnement déductif, il consiste à prédire à partir d'une loi générale connue, a priori, une propriété concernant une situation particulière relevant de cette loi générale. Dans le contexte mathématique, tous les multiples de 2 sont pairs. Or, par exemple, 2020 est un multiple de 2, donc 2020 est pair. Mais pour nous, pour les mathématiques, c'est-à-dire le raisonnement hypothético-déductif, dans les cadres plus particulièrement des mathématiques, elle s'applique au raisonnement suivant. On dispose d'abord d'un certain nombre de propriétés supposées vraies a priori,
on en déduit de nouvelles propriétés en respectant les règles logiques. Ainsi, une théorie mathématique achevée se présente généralement sous la forme suivante. On définit des objets de base appelés notions premières aux termes primitifs et des règles régissant leurs relations, ce sont les actions. Puis, on en déduit de nouvelles propriétés auxquelles on attribue le nom de théorème, proposition, lemme, selon l'importance que l'on désire l'accorder. Parce que souvent, on entend dans les classes, monsieur, mais quelle est la différence entre théorème et proposition à lemme? Donc, c'est une proposition qui est correcte du point de vue logique, hein, propositionnel, et cette nomination leur vient selon l'importance que l'on désire leur accorder. Alors, cette conception de l'activité mathématique est quelque chose de relativement récent, même si on peut considérer que les premières préoccupations de ce type remontent depuis l'Antiquité grecque avec les écrits de Clé. J'aimerais bien également vous éclairer qu'est-ce que c'est qu'un axiome, parce qu'on vient de dire, et donc, contrairement à, et on va essayer même de répondre à la question est-ce qu'il s'agit d'un principe de récurrence ou bien euh, preuve par récurrence ou bien théorème de récurrence. Alors, contrairement à une théorie physique, une théorie mathématique ne contient pas de principe, mais uniquement des axiomes, des définitions, des théorèmes. Les axiomes de Peano, par exemple, qualifient la récurrence comme un axiome. Et vous pouvez chercher sur les 5 axiomes classiques de Peano, qui est un mathématicien italien. Elle peut aussi avoir le statut d'un théorème selon la théorie mathématique utilisée. Mais qu'est-ce que c'est que d'abord un axiome? Je vais vous donner 2 exemples. Alors, la définition, plutôt 2 définitions. La première, c'est un énoncé répondant à 3 critères fondamentaux, être évident, non démontrable et universel. Pour une définition 2, c'est un énoncé supposé vrai a priori et qu'on ne cherche pas à démontrer. Par exemple, un axiome assez classique, c'est l'axiome d'Euclide. Par un point extérieur à une droite, il passe une seule droite parallèle à cette droite. Alors, le deuxième exemple d'axiome de Peano sera évoqué on va le voir peut-être, signalant que l'axiomatique des ensembles permet également de construire l'ensemble N comme étant un ensemble des cardinaux finis. Et dans ce cas-là, les 5 axiomes de Peano deviennent des théorèmes. Donc, voilà donc cette petite parenthèse qui concerne le raisonnement par récurrence et la différence entre principe et axiome et les modes de démonstration, de raisonnement dans l'activité mathématique. Donc, je vais continuer cette fois-ci, toujours dans le cadre, on a vu qu'est-ce qui se passe dans un cadre européen en ce qui concerne le raisonnement par récurrence, ou bien dans le domaine des suites en général. Maintenant, dans le cadre asiatique, je vais citer un chercheur. Alors, les constats conduisent à poser la question suivante: dans quelles conditions actuelles l'enseignement secondaire des mathématiques, algèbre des limites, est-il possible d'organiser dialectiquement la prise en charge des 2 passages fondamentaux pour l'analyse, que ce soit le passage de l'ordre discret n à l'ordre dense dans B? Alors, pour expliquer cette phrase, en général, au secondaire, on ne travaille pas vraiment la notion de limite, mais on travaille l'algèbre des limites. L'algèbre des limites, vous pouvez notez que, par exemple, dans le chapitre des limites, que ce soit des fonctions ou bien des limites, on se contente particulièrement pour les fonctions parce que c'est là où on commence d'habitude et puis on aborde les suites dans une étape ultérieure. Alors, on remarque qu'on ne travaille pas également les limites, mais l'algèbre des limites. Pourquoi? Parce qu'on se contente d'appliquer directement les critères de convergence, hein, les appliquer et faire des sommes, des produits, des multiplications, des divisions, et ainsi de suite. C'est comme on a l'habitude donc, par exemple,
quand on cherche la limite de x carré plus 3x, on commence par écrire la limite de x carré, puis la limite de 3x, et on fait la somme de ces deux limites. Et à la rigueur, on peut échapper à une forme indéterminée s'il l'impose. Donc, pour conclure sur ces phénomènes didactiques, dans notre travail, nous faisons le pari que le problème n'est pas donc d'expliciter le contrat didactique de secondaire en se limitant exclusivement à satisfaire ses objectifs, mais c'est que l'enseignant, et c'est ça le message, c'est que l'enseignant réfléchi de secondaire connaisse les situations qu'il met en œuvre en évitant que les savoirs en jeu de contrat soient les seules connaissances à acquérir. Donc, toujours on revient sur l'enseignant, sur la réflexion de l'enseignant, sur les convictions de l'enseignant. Donc, pour qu'il ne se limite pas exclusivement à respecter à la lettre les lignes ou bien les items de contrat didactique, mais il doit toujours avoir cette réflexion d'une mise en œuvre de situations pertinentes qui travaillent sur le raisonnement mathématique, sur le développement de la pensée mathématique de façon plus générale. Bien, donc ceci dit pour le contrat didactique et son influence. Maintenant, je vais vous parler on va passer un petit peu, on va pousser vers une planification didactique pour l'installation de notre situation problème appelée situation problème rationnelle ou bien à dimension rationnelle. Donc, actualisons maintenant notre problématique. Nous affirmons que le système pédagogique universitaire doit se concentrer sur l'intérêt de la planification en amont des séquences d'apprentissage cohérentes du point de vue didactique pour la préparation de la transition et ce pour la préparation de la transition lycée-université. Et cela à travers des situations pertinentes et innovantes permettant aux étudiants de pratiquer de façon réfléchie l'activité mathématique, surtout à l'entrée de l'université. Alors, notre étude provient d'un constat plus large qui s'inscrit dans le cadre général de la transition des mathématiques scolaires universitaires et qui a fait d'ailleurs beaucoup d'objets d'études. Et pour nous, donc pour l'élément théorique, et je ne vais pas peut-être me tarder là-dessous parce que j'aimerais bien vous parler plutôt de la didactique plutôt que des aspects philosophiques. Alors, on ne prétend pas mener un débat sur le plan de la dialectique à intuitionnisme et formalisme des mathématiques, mais d'opérer en alternance à l'exploitation des démonstrations basées sur le formalisme et ou sur l'intuition suivant un milieu didactique pertinent qui permet de statuer sur les allers-retours de la problématique retenue dans le cadre de notre étude. Ainsi, sur l'hypothèse que les étudiants éprouvent des difficultés d'accès au formalisme mathématique, on va s'appuyer sur des arguments de nature philosophique, selon le philosophe français Jean Tessin de Sainty. Tout objet mathématique est un concept, et donc un objet, en quelque sorte, totalement abstrait, construit par l'articulation des théories mathématiques à partir de l'expérience. Alors, écoutez bien, parce que je vais répéter cette citation de ce philosophe. Tout objet mathématique est un concept, et donc un objet en quelque sorte totalement abstrait, construit par l'articulation des théories mathématiques à partir de l'expérience. Alors, on va se baser pour travailler sur l'abstraction à partir de l'expérience. Donc, nous proposons de promouvoir l'activité de l'étudiant comme une source de construction de sens de ces objets mathématiques en proposant un milieu didactique spécifique qui prend davantage des paramètres heuristiques sans que l'expérience soit limitée à une conception terre à terre,
résultat que l'épistémologie des sciences expérimentales a dépassé. La mise en œuvre d'une telle activité se fait par la méthode d'une ingénierie didactique qui produit des instruments nécessaires, articulant, articulant la synthèse et les modes de raisonnement. Alors, selon cette vision, les rapports logiques se réduisent à des conceptualisations tirées de relations mentales concrètes dont le ressort didactique est le passage d'une dimension empirique vers une dimension conceptuelle. Je vais peut-être éclairer quelques concepts. Alors, pour le mot heuristique, parfois, c'est un terme du didactique qui signifie l'art d'inventer, de faire des découvertes. Alors, l'heuristique. Et pour la conceptualisation, bien conceptuelle, se dit d'une tendance qui fait primer d'idées sur la réalité matérielle d'un travail et appartiennent à cette tendance. Donc, c'est ce qu'on va faire, en fait. On va travailler les mathématiques à partir des expériences, hein, et pour construire l'objet conceptuel. Et donc, c'est ça, en gros, ce qu'on cherche dans notre situation. Et je vais quand même éclairer ce point. On a parlé du point de vue philosophique par Jean Tessin, de Santi qui résume que les objets mathématiques proviennent d'après l'expérience. Je vais quand même évoquer un contexte, dans le même contexte, une réflexion partagée avec une amie didacticienne. Les mathématiques ont une dimension heuristique, une dimension de recherche, d'établissement de conjectures d'expérience que l'on retrouve aussi bien dans leurs enseignements qu'en dans la recherche. Cette composante est liée à la dimension réelle des mathématiques, ainsi que le pensait un philosophe. Ceci signifie qu'en mathématiques, on peut, tout au moins dans un premier temps de l'étude, chercher des preuves pragmatiques, faire des dessins, faire des calculs, faire des expérimentations et se baser sur l'intuition, ce que les mathématiciens en herbe ou expérimentés, les deux, ne manquent pas de le faire. De même, lors de la recherche d'un problème, le mathématicien ou bien l'élève mathématicien pourra se placer dans le système formel et prouver ses assertions avec les règles entièrement codifiées de sa théorie mathématique. Donc, voilà les bases, disons, théoriques qui vont nous permettre, nous estimons, qui vont nous permettre de nous aider à installer notre dispositif à dimension rationnelle de l'activité mathématique, c'est-à-dire on essaie d'attaquer le formalisme, la conception, depuis l'expérience. Nous misons sur ce type de pratique issu de la dynamique de l'heuristique qui peut être intelligible pour les étudiants en herbe afin de construire un champ primitif de conception qui se forme en interaction avec des ruptures ou des filiations des objets mathématiques premiers dont l'existence procède selon leur construction théorique. Alors, ces objets premiers engendrent d'autres objets qui peuvent être de caractère abstrait et aident à comprendre la nature opérationnelle des méthodes mathématiques formelles utilisées pour valider une assertion. Des exemples de cette mise en œuvre peuvent être exhibés, par exemple la notion de vecteur, le produit scalaire, les forces mécaniques, les notions de dérivation, la vitesse, c'est-à-dire il y a ces objets mathématiques, mais ils ont une relation avec des objets, disons, réels de l'expérience, je voulais dire, qui ont une relation directe avec des concepts mathématiques. Par exemple, une force, c'est un vecteur. Produit scalaire, c'est un travail. Hein. La notion de dérivation, par exemple, la vitesse, c'est une notion, et ainsi de suite. Bien, donc, nous souhaitons, via ces éléments théoriques, je vais parler dans cette troisième partie, hein, si on peut dire que la première partie, on a parlé de contrats didactiques et son influence. La deuxième partie, on a évoqué un fondement théorique qui se résume du fait qu'il faut se
se lancer, se démarrer depuis des expériences heuristiques de l'expérience pour donner un sens de réalité au concept mathématique, donc à partir de l'expérience pour passer à un niveau d'abstraction, de formalisation. Maintenant, pardon, je vais vous parler de l'outil didactique qu'on va utiliser. Et j'ai évoqué les problèmes ouverts qui sont, je vais définir qu'est-ce que c'est qu'un problème ouvert. Notre objectif est, je vous rappelle, est d'aider à l'entrée à l'université, ainsi le dispositif que nous avons pensé en termes de situation, bien sûr. Donc, on pense toujours en termes de situation, qu'on va appeler situation problème rationnel. Cette situation cible à opérationnaliser via des variables didactiques les différents enjeux de la transition lycée-université mentionnés, qu'on a déjà parlé, et ce, après avoir organisé un milieu adéquat avec les rétroactions avec de l'enseignant. Donc, par rapport aux questions qui guident notre ingénierie didactique, les situations qui nous paraissent les plus convenables aux phénomènes cognitifs accompagnant notre considération, nos considérations théoriques, sont les problèmes ouverts. Et au sens de Charnay, un problème ouvert est un problème qui possède des caractéristiques, les caractéristiques suivantes. L'énoncé est court. Deuxièmement, l'énoncé n'induit ni la méthode ni la solution. Et enfin, le problème se trouve dans un domaine conceptuel avec lequel les élèves ont assez de familiarité. Ainsi, peuvent-ils prendre possession de la situation et s'engager dans des essais, des conjectures, des projets de résolution et des contrées. Enfin, nous souhaitons, via ces éléments théoriques, assimiler à l'activité de grands groupes des étudiants, d'assimiler l'activité de grands groupes des étudiants à celle des chercheurs en mathématiques. Alors, dans cette intention, nous présentons les éléments de l'ingénierie qui doit confronter les étudiants de situation et qui ne connaissent pas au préalable et leur permettre de s'y investir. Alors, c'est ce qu'on va faire la séquence prochaine. On va vous parler des caractéristiques de la situation problème. Donc, voilà donc pour cette séance. Donc, je vais peut-être faire un tout petit rappel. Donc, on a parlé de contrat didactique et son influence. Et le message était que l'enseignant ne devrait pas se limiter exclusivement aux traits ou bien aux objectifs de contrat didactique, mais il doit avoir une réflexion pour penser à installer des situations qui vont travailler la pensée mathématique, qui vont travailler la rationalité mathématique. Deuxième point, on a parlé d'un fondement théorique depuis une approche philosophique, une approche didacticienne, c'est que les mathématiques, en gros, malgré son aspect conceptuel et abstrait, bon, mais on pourrait travailler la conception depuis l'heuristique, depuis l'expérience. Et pour le troisième point, on a parlé des situations, en fait, des problèmes ouverts comme définition, parce qu'il me paraît que ce sont les plus adéquats pour installer notre situation problème. Donc, il contient un énoncé court et il permet de faire la conjection, un dessin formulé, travailler en rationalisation mathématique. Donc, voilà donc l'essentiel de cette séquence. Merci de votre attention et à la prochaine.